Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime. Cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Les premiers souvenirs de Cassandra étaient faits de sol en béton froid et de matelas fins qui sentaient le nylon repassé et le savon. L'orphelinat était un lieu perpétuellement bruyant, les pleurs des enfants, les seaux en plastique raclant le sol, les voix des soignants criant par-dessus le cliquetis des assiettes. Elle ne s'était jamais sentie vue. Elle se sentait comme une ombre parmi les ombres. La nuit, elle ramenait ses genoux contre sa poitrine, écoutant les filles plus âgées chuchoter à propos d'un monde extérieur. Un monde auquel elle ne savait pas comment accéder. Son seul réconfort venait d'une poupée de chiffon déchirée qu'elle gardait sous son oreiller. Elle tressait et détressait ses cheveux en laine inlassablement, imitant les grandes qu'elle admirait de loin. Parfois, l'une d'elles disait « Cassandra, viens me passer ce peigne ». Et bien que la demande fût minime, elle se sentait choisie. La faim avait rongé son enfance, mais la solitude l'avait entaillée plus profondément encore. Elle apprit très tôt que personne ne viendrait la sauver. Chaque matin, elle regardait les autres filles se préparer pour l'école, copiant soigneusement leur coiffure en observant leurs reflets dans les miroirs fêlés. Elle ne comprenait pas pourquoi ses mains semblaient plus stables que les leurs. Pourquoi les motifs se formaient sans effort sous ses doigts. « Tu as des mains en or, Cassie » murmura une fille un jour, alors que Cassandra finissait de tracer une rangée nette de tresses collées sur sa tête. C'était le premier compliment dont elle se souvenait. Elle s'y accrocha. Elle trouvait du réconfort à brosser, séparer et tresser les cheveux. D'une certaine manière, le chaos autour d'elle se fondait en rythme. Quand les soignants étaient débordés, elle intervenait sans qu'on le lui demande, aidant les plus petits à arranger leurs tresses grossières ou nettoyant leur visage après les larmes. Personne ne lui avait appris à prendre soin des autres. C'est la douleur qui lui avait enseigné l'empathie. Et dans cet endroit brisé, quelque chose de petit mais puissant prit racine en elle, la conviction que, même sans commencement, elle pouvait créer sa propre vie avec ses mains. À 12 ans, les doigts de Cassandra bougeaient avec une précision qu'elle ne comprenait pas elle-même. Les filles plus âgées s'asseyaient volontiers devant elle en disant « Cassie, s'il te plaît, aide-moi. » La tante est occupée. Elle apprenait les motifs par instinct zigzag, tresse au fil, natte collée serrée, box braid absorbant tout comme une éponge. Sans argent, elle échangeait ses compétences. Elle tressait des cheveux contre du pain rassis, de vieilles pantoufles ou des cahiers aux pages manquantes. Elle chuchotait toujours « merci », même quand l'offre était maigre. Les soignants prenaient son silence pour de la timidité, mais c'était de la survie. Cassandra avait compris très tôt que trop parler irritait les gens, et que le silence la gardait en sécurité. Certaines nuits, des enfants la réveillaient en la secouant, demandant de l'aide pour démêler leurs cheveux avant l'école, et elle ne refusait jamais. Arranger leurs cheveux la faisait se sentir utile, comme si elle avait enfin une place dans ce monde. Mais elle voyait aussi la jalousie, et cela l'effrayait. Un après-midi, une fille craqua « Tu te crois spéciale parce que tu sais tresser ? Tu restes une orpheline comme nous. » Cassandra baissa les yeux et murmura « Je suis désolée », même si elle n'avait rien fait de mal. Elle s'éloigna en serrant sa poupée, essayant de ne pas pleurer. Pourtant, la même fille revint 3 jours plus tard, lui demandant de tresser ses cheveux pour un concours scolaire. Cassandra n'hésita pas, elle dit simplement « Assieds-toi ». Elle réalisa quelque chose de précieux, même ceux qui se moquaient d'elle revenaient parce que ses mains créaient une beauté qu'ils ne pouvaient trouver ailleurs. Son talent devint son bouclier. Chaque tresse qu'elle réalisait lui rappelait qu'elle n'était pas aussi invisible qu'elle le croyait autrefois. Petit à petit, elle découvrit que ses mains construisaient un avenir bien avant que son esprit ne comprenne le sens du mot espoir. À 17 ans, avec rien d'autre qu'un sac en plastique contenant 2 robes et une paire de sandales usées, on annonça à Cassandra que son temps à l'orphelinat était révolu. « Dieu t'aidera », dit la matrone en lui tapotant le dos sans conviction. Le portail se referma derrière elle avec un bruit lourd qui résonna comme si le monde l'abandonnait à nouveau. Elle marcha sans but pendant des heures, ne sachant où aller, jusqu'à ce qu'un membre de l'église la reconnaisse d'un programme pour enfants et lui offre un endroit temporaire pour dormir. Pendant le premier mois, Cassandra nettoya les sols, fit la vaisselle et s'occupa de leur enfant en échange de nourriture et d'un coin dans le salon. Elle chuchotait des prières la nuit, non pas pour la richesse, mais pour un endroit où elle aurait sa place. Chaque matin, elle se levait tôt, prête à travailler,
craignant d'être chassée si elle commettait des erreurs. Elle travaillait avec acharnement. Mais Cassandra, disait parfois la maîtresse de maison, mais la jeune fille ne connaissait pas d'autre moyen de survivre. Grâce à une voisine, elle finit par trouver un petit salon de coiffure qui cherchait une assistante. Lorsqu'elle entra, l'odeur de la crème défrisante et du fer chaud grésillant l'apaisa étrangement. C'était familier. La propriétaire du salon, Madame Béatrice, observa la posture timide de Cassandra et demanda. « Tu es sûr que tu sais t'occuper des cheveux ?» Cassandra hocha la tête silencieusement. Lorsqu'on lui confia une petite fille à tresser, ses doigts bougèrent instinctivement, rapides, nets, précis. Béatrice la fixa avec surprise. « Tu es douée. Meilleure que la moitié de mes filles. » Cassandra sentit sa poitrine se réchauffer pour la première fois depuis des semaines. Elle travailla sans relâche, balayant les sols, lavant les cheveux, tressant chaque fois qu'on le lui permettait. Elle collectait de minuscules pourboires et les cachait sous son matelas. Elle ne le savait pas à l'époque, mais ce salon serait le terreau de son futur empire. Dans les mois qui suivirent, Doris, une coiffeuse expérimentée du salon, commença à remarquer l'excellence silencieuse de Cassandra. Chaque fois que la coiffure d'une cliente était ratée ou qu'une tresse était trop serrée, Doris soupirait et appelait « Cassie, s'il te plaît, refais celle-là. » Et Cassandra répondait toujours doucement « Oui madame », travaillant avec une précision délicate. Les clients commencèrent bientôt à demander « Est-ce que la fille calme est là ? Laissez-la faire mes cheveux. » Doris observa l'admiration grandissante et, un soir, lui dit en privé « Tu es spéciale, Cassandra. Les gens font confiance à tes mains. » Cassandra sentit les larmes piquer ses yeux. Les compliments la surprenaient encore. Elle économisait chaque petit pourboire reçu, pièces et billets froissés, les plaçant dans une boîte de conserve qu'elle cachait derrière une malle. Chaque bruit de monnaie qui tombait lui donnait le sentiment de construire quelque chose, bien qu'elle ne sût pas encore quoi. Certains jours, quand le salon était bondé, Béatrice faisait un geste impatient vers Cassandra. « Cassie, prends cette cliente. Fais voir ce que tu sais faire aujourd'hui. » Cassandra se sentait nerveuse mais déterminée. Elle s'occupait des clients avec soin, parlant doucement, offrant des suggestions sans les imposer. « La tresse est-elle trop serrée ?» demandait-elle, « dois-je la desserrer ?» Les clients appréciaient sa douceur. Une femme dit un jour en souriant dans le miroir, « Tu as des mains guérisseuses, ma chère, ne t'arrête jamais. » Plus tard, Doris la prit à part et chuchota, « Quand ton heure viendra, ouvre ton propre salon, tu as ça en toi. » Cassandra s'accrocha à ces mots comme s'ils étaient de l'or précieux. Pour la première fois, elle ressentit la possibilité d'un avenir différent, un avenir façonné non pas par l'abandon, mais par le talent qu'elle portait dans ses mains. À 22 ans, Cassandra avait suffisamment économisé pour faire un pas petit mais terrifiant, louer un coin dans un salon partagé. Ce n'était pas glamour, juste une zone cloisonnée avec une peinture qui s'écaillait et un sol carrelé fissuré, mais c'était à elle. Elle acheta 2 miroirs à un menuisier, un seul séchoir au marché d'occasion et la chaise la moins chère qu'elle put trouver. Lorsqu'elle se tint pour la première fois devant sa petite installation, elle chuchota « Merci », ne sachant pas trop à qui elle parlait, à Dieu, le destin ou l'univers. Son cœur battait la chamade, entre peur et fierté. Lors de son premier jour, elle tressa les cheveux d'une écolière pour 500 Nera et plaça l'argent doucement dans son porte-monnaie, tremblant légèrement. « C'est ainsi que tout commence », se dit-elle. Mais le voyage ne fut pas facile. Certains clients passaient devant son coin en riant doucement. « Elle a l'air trop jeune », disait une femme. Une autre chuchotait, « Sait-elle au moins ce qu'elle fait ?» Cassandra avalait chaque insulte avec dignité. Elle répondait poliment, « Bon après-midi madame », et se concentrait sur les quelques clients qui lui faisaient confiance. Lentement, un client satisfait se transforma en 2, puis 5. Les femmes commencèrent à louer sa netteté, sa douceur, ses prix plus bas. Certains jours, elle tressait du matin au soir, les doigts engourdis, mais elle ne se plaignait jamais. Quand Doris lui rendit visite à l'improviste un après-midi et vit son coin plein, elle sourit fièrement. « Je te l'avais dit, Cassandra, tu es née pour ça. » Les yeux de Cassandra brûlèrent d'émotion. C'était la première fois qu'elle avait l'impression de vraiment s'élever. C'est lors d'une de ses plus longues journées de travail que Manuel entra pour la première fois dans sa vie. Il était venu pour corriger une petite erreur de coupe de cheveux, entrant dans son coin avec une assurance décontractée et un sourire chaleureux. « Tu es vraiment doué, » dit-il, après qu'elle eut coupé et brossé ses cheveux proprement. Cassandra fit un sourire timide.
Merci, monsieur. Manuel rit légèrement. Ne m'appelle pas monsieur, juste Manuel. Il commença à venir plus souvent, pas toujours pour des coupes, parfois juste pour la saluer. Il apportait des collations de la boulangerie voisine, disant « Tu as l'air de n'avoir rien mangé. Prends ça. » Elle protestait toujours doucement, tu n'étais pas obligé, mais il insistait. Sa présence devint un réconfort auquel elle ne s'attendait pas. Manuel posait des questions sur sa vie, écoutait attentivement et admirait ouvertement son éthique de travail. Cassandra, qui n'avait jamais reçu d'attention sincère d'un homme, sentit son cœur se réchauffer malgré elle. Un soir, alors qu'elle rangeait ses outils, il attendit dehors et proposa de la raccompagner chez elle. « Il est tard, laisse-moi t'accompagner, dit-il doucement. Elle hésita, peu habituée à la gentillesse, puis hocha la tête silencieusement. Sur le chemin, il dit, « Tu sais, Cassandra, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi travailleur. Tu m'épates. » Elle regarda le sol, ne sachant pas quoi répondre. « J'essaie juste, murmura-t-elle. Manuel s'arrêta de marcher, la regarda profondément et dit, « Non, tu fais plus qu'essayer. Tu brilles, et tu ne le vois même pas. » Son souffle se coupa. Personne ne lui avait jamais dit de telles paroles. Cette nuit-là, allongée sur son lit, elle repassa sa voix dans son esprit. Elle ne le savait pas alors, mais Manuel était sur le point de devenir le plus grand tournant de sa vie, pour le meilleur et pour le pire. Dans les mois qui suivirent, Manuel intensifia sa cour. Il arrivait à sa boutique avec de petits cadeaux, des fruits, un paquet de pinces à cheveux, même un nouveau set de peignes. « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi », disait-il nonchalamment. Cassandra se sentait bouleversée. Elle n'était pas habituée à être aimée, encore moins à être chérie. Il ne la pressait jamais, ne forçait jamais les sentiments. Au lieu de cela, il créait un espace où elle se sentait assez en sécurité pour ouvrir son cœur. Il faisait de tranquilles promenades le soir, s'arrêtant chez les vendeurs de rue pour partager du maïs grillé ou du suya. « Tu mérites de belles choses », lui dit Manuel une fois, en la regardant rougir. « Ne laisse personne te dire le contraire. » Elle le crut de tout son cœur. Une nuit, après une longue conversation sur son enfance, Manuel lui prit doucement la main et dit, « Cassandra, je veux être la famille que tu n'as jamais eue. » Les larmes remplirent ses yeux instantanément. Elle chuchota, « Pourquoi moi ?» Il serra sa main. « Parce que tu es forte. Parce que tu es gentille. Parce que tu es tout ce qu'un homme devrait prier pour avoir. » Ces mots devinrent le baume dont elle ignorait avoir besoin. Quand il la présenta à Rodney et Curtis comme « la femme que je vais épouser », elle s'épanouit de l'intérieur. Elle lui faisait entièrement confiance, convaincue d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui la voyait vraiment. Aveugle aux ombres derrière son charme, Cassandra entra dans l'amour avec la pureté de quelqu'un qui n'avait jamais été choisi auparavant. 6 mois après le début de leur relation, Manuel organisa une demande en mariage simple mais profondément émouvante. Il l'emmena dans le petit parc près de sa boutique, un endroit où il s'asseyait souvent pour parler. Il s'agenouilla avec une bague et dit « Cassandra, tu es ma paix. Épouse-moi. » Cassandra fondit en larmes immédiatement, couvrant sa bouche de ses mains tremblantes. « Oui, oui Manuel, » chuchota-t-elle, à peine capable de respirer. Elle le serra fort contre elle, submergée par le moment. « Je promets de te protéger, » lui dit-il en lui caressant le dos. « Tu ne souffriras plus jamais. » Pour une fille qui n'avait jamais appartenu à nulle part, ces mots ressemblaient au foyer qu'elle avait attendu toute sa vie. Leur mariage fut petit et modeste. Elle portait une robe simple, il portait un costume soigné. Cassandra sourit tout du long, incapable d'arrêter de toucher sa bague comme si elle avait peur qu'elle disparaisse. Pendant la réception, Manuel se pencha vers elle et dit doucement, « Bienvenue dans l'éternité, mon amour. » Cassandra crut ces mots de tout son cœur. Cette nuit-là, alors qu'ils s'installaient dans leur nouvel appartement, elle chuchota, « Merci de m'avoir choisi. » Manuel la tira contre lui, répondant, « Merci d'être mienne. » Pour la première fois, Cassandra avait l'impression d'avoir un nom, une maison et un avenir. Elle ignorait que sous la tendresse de Manuel se cachait un sentiment de droit acquis et une fin pour la vie qu'elle bâtissait de ses propres mains. La première année de leur mariage sembla paisible, jusqu'à ce que Manuel annonce soudainement qu'il avait démissionné de son travail à cause d'une direction toxique. Cassandra le crut sans poser de questions. « Prends ton temps, » dit-elle doucement en touchant son épaule. « Tu as besoin de repos. » Elle redoubla d'efforts au travail,
prenant plus de clients et travaillant de plus longues heures pour couvrir les factures. Quand le propriétaire augmenta le loyer, elle paya. Quand l'électricité coupait, elle achetait le carburant. Elle se convainquit que c'était temporaire. Chaque mariage avait ses saisons. Nous construisons ensemble, se rassurait-elle chaque fois que l'épuisement la frappait. Mais progressivement, elle remarqua que Manuel ne cherchait pas de travail. Il dormait tard le matin, passait ses après-midi à regarder le sport et retrouvait Rodney et Curtis le soir. Une fois, elle l'approcha doucement. « Manuel, devrions-nous planifier quelque chose ensemble ? Peut-être que tu pourrais essayer. » Il la coupa, « Relax, Cassandra. Je t'ai dit que je réglais les choses. » Son ton la piqua, mais elle sourit douloureusement et dit « Ok. » Elle ne savait pas comment insister. Elle l'aimait trop profondément pour créer un conflit. Pour le soutenir, elle assuma davantage de charges financières, nourriture, factures, urgences. Elle lui acheta de nouveaux vêtements, espérant que cela boosterait sa confiance. Elle lui donna même ses économies quand il prétendit avoir besoin d'argent pour lancer un petit investissement. Chaque fois, il disait « Merci, bébé ». Elle se sentait à nouveau pleine d'espoir. Elle ne réalisait pas qu'elle devenait lentement la colonne vertébrale d'un mariage qu'il ne portait pas avec elle. Bientôt, le point fut atteint où Cassandra devint l'unique pourvoyeuse sans même s'en rendre compte. Les frères et sœurs de Manuel commencèrent à l'appeler pour les frais de scolarité. « Tanti Cassandra, s'il te plaît aide-nous » disait-il timidement. Elle ne refusait jamais. Elle virait l'argent discrètement, croyant renforcer la famille qu'elle avait épousée. Quand la mère de Manuel tomba malade et eut besoin de médicaments, c'est Cassandra qui les acheta. Elle s'assit au chevet de la femme, serrant sa main et chuchotant « Ça va aller, maman ». La vieille dame disait souvent « Ma fille, Dieu te bénira ». Et Cassandra chérissait ces mots. Il la faisait se sentir utile, connectée, nécessaire. Elle ne voyait pas que Manuel abusait de son cœur, de son temps et de son argent pendant qu'il n'offrait que des excuses. Quand le salon devint trop fréquenté pour une seule personne, Cassandra commença à former des jeunes filles, leur enseignant les mêmes techniques de tressage qu'elle avait apprises par instinct. Elle les payait équitablement et leur offrait le déjeuner, même si cela signifiait sacrifier ses propres repas. Manuel la louait devant ses amis, disant fièrement « Ma femme est une battante ». Cassandra rayonnait sous son admiration, inconsciente que sa fierté était enracinée dans son rendement à elle, et non dans son âme. Elle continuait de croire, c'est à ça que ressemble l'amour, se porter l'un l'autre. Elle ne réalisait pas encore qu'elle les portait tous les deux toutes seules, et que le poids se déguisait en affection. Sa loyauté aveugle façonnait son destin d'une manière qu'elle ne pouvait pas voir. La deuxième succursale du salon de Cassandra ouvrit un lundi matin ensoleillé, l'air rempli de l'odeur de peinture fraîche et de nouveaux départs. Des jeunes filles du quartier faisaient la queue dehors, impatientes de postuler pour les postes d'apprentis qu'elle avait annoncés. À l'intérieur, Cassandra passait d'un poste à l'autre, vérifiant les miroirs, ajustant les serviettes et arrangeant les produits capillaires avec précision. « Madame, on accroche la liste des prix ici » demanda une fille. Cassandra hocha doucement la tête. « Oui, Amira, assure-toi que ce soit droit. » Elle parlait avec une autorité calme qui la surprenait elle-même. Les clients commencèrent bientôt à affluer, des femmes de bureau, des mères avec leurs filles, même quelques étudiantes qui avaient entendu parler de ses mains magiques. Alors qu'elle tressait les cheveux d'une femme, la cliente soupira devant le miroir. « Tu iras loin, Cassandra. Je peux le sentir. » Cassandra sourit doucement, ignorant que Manuel se prélassait à la maison, profitant du confort que son travail acharné apportait. Elle ne remarqua pas que chaque nouveau succès élargissait le fossé entre son ambition et l'oisiveté de son mari. Les amis de Manuel, Rodney et Curtis, commencèrent à visiter plus souvent maintenant qu'ils savaient que Cassandra s'était agrandie. Manuel se vantait légèrement, « Ma femme gère 2 succursales maintenant », et il lui tapait dans le dos en chantant, « Ah, ça c'est ta femme ». Cassandra entendit cela une fois et rougit, croyant l'éloge sincère. En réalité, leur admiration allait au style de vie que ces gains créaient, boissons constantes, soirées douces et une commodité qu'ils n'avaient pas méritée. Quand Manuel demanda nonchalamment, « Bébé, je peux t'emprunter un peu plus cette semaine ? Curtis et Rodney veulent qu'on aille voir un truc. » Elle lui tendit l'argent sans hésitation. « Sois juste prudent, dit-elle doucement. » Il embrassa son front, répondant, « Je le suis toujours. » Cassandra ne voyait pas que pendant que son entreprise grandissait, les attentes de ceux qui se nourrissaient de son succès grandissaient aussi.
Elle savait seulement qu'elle voulait rendre son mari fier. Inconsciemment, sa lumière montante devenait leur cachette. Cassandra commença à remarquer que Manuel ne prenait même plus la peine de faire semblant de chercher du travail. Il dormait tard le matin, n'émergeant que lorsqu'il entendait le tintement de ses clés à son retour de la tournée de ses salons. Un après-midi, elle le trouva en train de rire bruyamment avec Rodney et Curtis dans le salon, des bouteilles vides éparpillées sur la table. Elle s'éclaircit la gorge doucement. « Manuel, je pensais que tu avais un rendez-vous aujourd'hui. » Il agita la main avec dédain. « Relax, Cassie. J'ai eu un empêchement, j'irai la semaine prochaine. » Rodney ajouta avec un sourire narquois, « Madame Cassandra, lâche un peu ton homme. Le travail ne va pas s'envoler. » Ils rirent tous. Cassandra se força à sourire avant de se retirer dans la cuisine, le cœur lourd. Elle se chuchota à elle-même, peut-être qu'il traverse une période difficile. Peut-être que j'en attends trop. Mais une petite voix en elle disait, tu portes ça toute seule. Ses dépenses devinrent bientôt imprudentes. Il achetait de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures, même des gadgets dont elle ignorait qu'il avait besoin. Quand elle demanda gentiment, « Manuel, on peut essayer de faire un budget ?» il claqua. « Tu me fliques maintenant ? Je n'en fais pas assez dans cette maison ?» L'injustice la piqua, mais elle s'excusa rapidement. « Je ne voulais pas dire ça comme ça, je veux juste qu'on planifie. » Curtis eut un sourire en coin depuis son angle, chuchotant quelque chose à Rodney alors qu'il ricanait. Cassandra se détourna, faisant semblant de ne pas remarquer. Cette nuit-là, elle s'allongea à côté de Manuel, écoutant ses ronflements paisibles, tandis qu'elle fixait le plafond avec une douleur serrée dans la poitrine. Elle sentait le poids de quelque chose qui changeait, quelque chose de dangereux. Mais elle enfouit ce sentiment profondément. L'amour, pensait-elle, exigeait de la patience. Elle ne savait pas que la patience devenait lentement une trahison envers elle-même. Un soir, alors que Cassandra rassemblait les chemises de Manuel pour les laver, elle inhala une légère odeur qu'elle ne reconnaissait pas. Un parfum fleuri, trop piquant et inconnu pour être le sien. Son cœur s'arrêta, elle souleva une autre chemise. La même odeur. Elle se dit, peut-être qu'il a serré quelqu'un dans ses bras, peut-être qu'il a frôlé une cliente. Mais le doute persistait comme une fumée qu'elle ne pouvait dissiper. Quand il rentra plus tard ce soir-là, elle l'approcha doucement. « Manuel, tu as rencontré quelqu'un aujourd'hui ? Ta chemise a une odeur différente. » Il ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Cassandra ne commence pas, ça vient probablement du bar. Assieds-toi. » Elle s'assit à côté de lui silencieusement, mais son indifférence écorcha son cœur à vif. Plus tard, elle le surprit en train de chuchoter au téléphone. Et sa voix était basse et douce, d'une manière dont il ne lui parlait plus jamais. Elle resta figée dans le couloir, l'écoutant dire « Je te verrai demain, calme-toi, bébé. » Elle se glissa silencieusement vers leur chambre et s'assit au bord du lit. Sa poitrine se serra, mais elle refusa de pleurer. Le lendemain, elle vérifia son sac à main et réalisa qu'il manquait de l'argent. Des sommes qu'elle savait ne pas avoir dépensées. Lorsqu'elle demanda « Manuel, as-tu pris de l'argent dans mon sac ?» il rit légèrement et répondit « C'est notre maison, Cassandra. Notre argent, ne te stresse pas. » Elle ravala sa douleur. Au salon de coiffure, ses apprentis remarquèrent qu'elle était plus silencieuse que d'habitude. « Madame, tout va bien ?» demanda doucement Amir. Cassandra se força à sourire. « Je suis juste fatiguée. » Mais ses yeux la trahissaient. Cette nuit-là, elle resta éveillée, écoutant la respiration de Manuel à côté d'elle. Sa proximité ne la réconfortait plus. Elle lui rappelait les secrets qu'elle pouvait sentir, mais qu'elle ne pouvait pas encore prouver. L'ouverture de la 3e succursale aurait dû être l'un des moments les plus heureux de la vie de Cassandra. L'espace était plus grand que tout ce qu'elle avait imaginé, de grands miroirs, des sols polis, des lumières vives se reflétant sur les produits capillaires soigneusement rangés. Les clients affluèrent immédiatement. « Vous êtes en train de conquérir la ville » s'exclama une femme. Cassandra rit timidement. « On essaie juste. » Elle supervisait les apprentis, vérifiait les paiements et formait le nouveau personnel. Chaque étape faisait gonfler son cœur de fierté. Mais chaque célébration amplifiait aussi l'arrogance de Manuel. Ce soir-là, il organisa une réunion chez eux. « Ma femme possède maintenant 3 succursales » déclara-t-il bruyamment. Rodney siffla. « Ah, Manuel, tu as touché le gros lot. » « Oh que oui,
ajouta Curtis. Certains hommes sont bénis sans effort. Ils rirent tous. Le sourire de Cassandra se figea. Elle n'aimait pas leur ton, mais elle resta silencieuse. Manuel commença à passer plus de soirées dehors avec Rodney et Curtis, prétendant discuter affaires. Cassandra tenta de s'exprimer un soir. Manuel, tu sors trop souvent. On se parle à peine. Il soupira dramatiquement. Cassandra, ne m'étouffe pas. Je fais du réseautage. Elle baissa les yeux. Tu me manques, c'est tout. Il leva les yeux au ciel. Arrête d'être aussi émotive. Elle se sentit toute petite. Le lendemain matin, elle trouva des bouteilles de vin vides dans le salon et des reçus de boissons coûteuses qu'elle n'avait pas approuvées. Lorsqu'elle le confronta timidement, « Manuel, c'est trop », il la coupa sèchement. « Tu peux arrêter de me harceler ? Je ne suis pas ton employé. » Elle recula, blessée au plus profond d'elle-même. Sa troisième succursale prospérait, mais son mariage s'effritait en silence. Elle s'accrochait à l'espoir, ignorant qu'elle s'accrochait à une lame qui l'entaillait un peu plus chaque jour. Ce soir-là, Cassandra rentra chez elle des heures après la fermeture, les jambes douloureuses d'avoir été debout toute la journée. Elle s'arrêta net en entendant des voix fortes venant du salon. Rodney, Curtis et Manuel riaient autour d'un verre. Leurs voix résonnaient dans le couloir. Elle s'apprêtait à entrer quand Rodney plaisanta. « Manuel, ta femme est une vraie guerrière, elle porte toute la maison sur son dos comme ça. » Les hommes éclatèrent de rire. Manuel répondit, « Laisse tomber. Tant qu'elle travaille, on est tranquille. » Curtis ajouta, « C'est clair, Cassandra pourrait gérer toute une communauté si tu la laissais faire. » Nouveau rire. Cassandra se figea. Quelque chose clochait. Pas les blagues, mais la façon dont il le disait. Comme si elle n'était pas une épouse, mais une ressource. Elle recula silencieusement, laissant les ombres l'engloutir. Elle marcha jusqu'à la cuisine, le souffle court. Alors qu'elle posait son sac, elle entendit Manuel dire avec désinvolture. « Si Cassandra s'arrête demain, je jure qu'on va tous le sentir passer. » Rodney gloussa. « Mon pote, garde-la bien. » « Oh » ajouta Curtis, « qui ne garderait pas une machine à sous ?» Encore des rires. Les mots la transpercèrent profondément. Elle s'appuya contre le comptoir, les yeux fermés, chuchotant, « Mon Dieu, qu'arrive-t-il à mon foyer ?» Quand elle entra finalement dans le salon avec un sourire forcé, Manuel cria, « Cassie, viens saluer mes gars. » Elle ravala sa douleur et les salua poliment. « Bonsoir. » Curtis eut un sourire en coin. « Notre grande patronne est arrivée. » Cassandra sourit faiblement. À l'intérieur, quelque chose était en train de se défaire, silencieusement, dangereusement. Le lendemain, Cassandra rentra plus tard que d'habitude, fatiguée mais pleine d'espoir. Elle apportait à manger pour Manuel, pensant, peut-être que si nous nous asseyons et mangeons ensemble, les choses iront mieux. En approchant du salon, elle entendit à nouveau Manuel et ses amis, les voix chargées d'alcool et d'arrogance. Elle s'arrêta dans le couloir, ses chaussures encore aux pieds. Curtis taquinait, « Manuel, comment as-tu fait pour attraper cette femme, sérieusement ?» Manuel rit bruyamment. « Mec, laisse tomber, Cassandra est juste mon portefeuille sur pattes. Quand ma nana emménagera, celle-là dégagera. » Les mots la frappèrent comme un coup physique. Sa gorge se serra, mais aucun son ne sortit. Rodney applaudit. « Tu es diabolique. » Manuel ajouta, « C'est quoi l'amour quand l'argent coule à flot ? » Franchement. Leurs rires résonnèrent comme le tonnerre. La main de Cassandra trembla alors qu'elle fouillait dans son sac et appuyait sur enregistrer sur son téléphone. Elle captura chaque mot, chaque moquerie, chaque trahison. Sa vision se brouilla de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle n'entra pas. Elle ne demanda pas pourquoi. Elle ne cria pas. Elle recula doucement et se glissa dans la chambre sur la pointe des pieds, fermant la porte sans un bruit. Elle s'assit par terre, serrant ses genoux, écoutant la voix de Manuel encore et encore, comme pour confirmer que ce n'était pas un cauchemar. « Portefeuille sur pattes », murmura-t-elle. La pièce semblait plus petite, sa poitrine écrasée. Mais sous la dévastation, un calme se formait, froid, tranchant, incassable. Cassandra réalisa quelque chose de profond. Manuel ne l'avait jamais aimée. Il aimait ce qu'elle lui apportait. Le lendemain matin,
Cassandra se leva avant l'aube, les yeux gonflés mais la voix stable. Manuel dormait encore quand elle entra dans la cuisine, préparant le petit déjeuner exactement comme il l'aimait. Des œufs brouillés moelleux, des bananes plantains frites bien dorées. Elle posa l'assiette sur la table. Quand Manuel entra en bâillant, elle sourit doucement. « Bonjour. » Manuel s'étira et l'embrassa légèrement sur la joue. « Bonjour bébé. » Elle força ses lèvres à ne pas trembler. « Ton repas est prêt. » Il s'assit, mangeant nonchalamment, ignorant qu'elle avait entendu chaque mot prononcé la veille. Il ne remarqua pas comment elle l'observait, l'étudiait, mémorisant la tromperie qu'il pensait avoir si bien cachée. Quand il partit rejoindre Rodney et Curtis, Cassandra repassa ses vêtements, les plia soigneusement et rangea sa garde-robe comme elle le faisait toujours. Mais son esprit était ailleurs. Elle murmura à son reflet, réfléchie, « Cassandra. Ne réagis pas. » Elle réécouta l'enregistrement, ses mains stables à présent. Plus tard, quand Manuel rentra et demanda « Pourquoi la maison est-elle si calme ?», elle répondit doucement « Je suis juste fatiguée. » Il haussa les épaules, ne se souciant pas assez d'elle pour chercher plus loin. Cette nuit-là, alors qu'il dormait profondément à ses côtés, Cassandra resta éveillée, fixant l'obscurité avec une nouvelle clarté. Elle avait assez pleuré. Il était temps de comprendre l'ennemi qu'elle avait épousé. La semaine suivante, Cassandra rassembla discrètement des informations, adresses, numéros de téléphone, bribes de conversation que Manuel avait mentionnées distraitement. Elle localisa d'abord Clémentine, la femme de Rodney. Quand Cassandra frappa, Clémentine ouvrit la porte avec une expression épuisée. « Oui, je peux vous aider. » Cassandra parla doucement. « S'il vous plaît, c'est à propos de Rodney. Je suis Cassandra, la femme de Manuel. » Clémentine se raidit, s'écartant lentement. « Entrez. » Elles s'assirent dans le petit salon, la tension crépitant dans l'air. Cassandra posa son téléphone sur la table. « J'ai besoin que vous écoutiez quelque chose. » Clémentine haussa les sourcils avec lassitude, mais Cassandra appuya sur lecture. L'enregistrement remplit la pièce, le rire de Manuel, la voix de Rodney se moquant de sa propre femme, les encouragements éhontés de Curtis. Les mains de Clémentine volèrent à sa bouche tandis que les larmes coulaient sur son visage. « Il a dit ça. Rodney a dit ça sur moi. » Cassandra hocha lentement la tête. Le lendemain, Cassandra rendit visite à Doris, la femme de Curtis. Doris était connue pour sa force, pourtant, dès que l'enregistrement fut joué, elle s'effondra sur le canapé. « Curtis. Après tout ce que j'ai fait. » Cassandra lui prit doucement la main. « Tu n'es pas seule. » Doris pleura de plus belle. « Depuis combien de temps font-ils ça ?» Cassandra chuchota, « Trop longtemps. » Pour la première fois, les trois femmes, étrangères liées par la trahison, étaient unies par une blessure commune. Cassandra sentit quelque chose changer en elle. Elle n'était pas la faible. Elle était celle qui apportait la lumière dans une pièce sombre. Et maintenant, elle ne se battait plus seule. Cassandra retourna chez Clémentine le lendemain, la trouvant assise immobile sur le canapé, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Clémentine chuchota, « Je n'ai pas pu dormir. Je continuais d'entendre la voix de Rodney me traiter de stupide. » Cassandra s'assit doucement près d'elle. « Ce n'est pas ta faute. » Clémentine secoua la tête. « Je pensais qu'on construisait quelque chose ensemble. » Cassandra posa une main sur la sienne. « Nous le pensions toutes. » Plus tard dans l'après-midi, Doris les rejoignit, encore visiblement secouée. Elle tenait son téléphone fermement, comme si elle avait peur que l'enregistrement disparaisse. « Curtis a dit qu'il allait faire une mise à jour, upgrade, » pleura-t-elle. « Comme si j'étais périmée. » Cassandra expira d'une voix tremblante. Nous avons tout entendu la vérité. Maintenant, nous choisissons quoi en faire. Le silence dans la pièce était lourd. Trois femmes digérant l'effondrement de leur mariage. Alors qu'elles étaient assises ensemble, d'autres secrets émergèrent. Clémentine admit, Rodney prend de l'argent sur mon salaire depuis des années. Doris chuchota, Curtis a imité ma signature une fois. J'ai laissé passer parce que je pensais qu'il était désespéré. Cassandra sentit son cœur se serrer à chaque révélation. Il m'a demandé de l'argent le mois dernier, avoua-t-elle. Je ne savais pas que c'était pour gâter une autre femme. Doris serra la mâchoire. Nous étions loyales. Ils ont été cruels.
Après des heures de libération émotionnelle, une détermination silencieuse s'installa parmi elles. Clémentine essuya ses larmes. Et maintenant? Cassandra leva lentement le menton. Maintenant, nous nous protégeons. Doris hocha la tête avec ferveur. Et nous les exposons. Pour la première fois, Cassandra sentit quelque chose guérir en elle. La trahison les avait brisés, mais la vérité les liait plus fort. Au cours de la semaine suivante, les trois femmes se réunirent secrètement, apportant documents, reçus, alertes bancaires et messages. Chacune dévoilait une couche plus profonde de tromperie. Cassandra ouvrit son téléphone, faisant défiler les achats inexpliqués de Manuel. « Regardez ces transferts », murmura-t-elle. Il a envoyé de l'argent à une certaine Sweetness, douceur. Clémentine inspira brusquement. Rodney a une Pretty Mama à qui il fait des dépôts. Doris claqua un dossier sur la table. Curtis paie le loyer d'une fille dans un autre quartier. Leur voix tremblait de colère, mais aussi d'une résolution grandissante. Cassandra parla avec prudence. On ne crie pas. On ne confronte pas. On planifie. Doris hocha la tête, essuyant ses larmes. Pour une fois, nous nous choisissons nous-mêmes. Clémentine se pencha en avant. Je suis prête. Elles créèrent une stratégie silencieuse, pas de chaos, pas de disputes bruyantes. Clémentine gela le compte joint qu'elle partageait avec Rodney. Doris contacta son avocat pour récupérer les titres de propriété que Curtis avait cachés. Cassandra arrêta tous les virements dont Manuel dépendait, observant silencieusement sa stabilité financière commencer à se fissurer. Un soir, Clémentine eut un rire amer. Rodney m'a demandé pourquoi sa carte a été refusée. Je lui ai dit que peut-être le karma lui envoyait la facture. Doris eut un sourire en coin. Curtis fait les 100 pas comme un chien perdu. Cassandra chuchota simplement, bien. Le lien entre elles se renforçait à chaque réunion. Une sororité forgée dans les blessures. Alors qu'elle sortait de chez Doris tard un soir, Clémentine toucha doucement le bras de Cassandra. Merci d'être venue vers nous. Cassandra répondit, non, merci d'être restée avec moi. Cette tempête n'était plus la sienne uniquement. L'enquête s'approfondit alors que les trois femmes se réunissaient dans le salon de Cassandra tard le soir, chacune armée de dossiers, d'alertes bancaires et de relevés récupérés discrètement. Cassandra ouvrit son ordinateur portable et dit, commençons par les transactions les plus anciennes. Clémentine se pencha, faisant glisser une pile de relevés imprimés sur la table. Rodney prétendait être fauché, pourtant regardez ses transferts. Qui est Golden Star Collection? Doris renifla doucement. Curtis envoie aussi de l'argent à un endroit appelé le Havre de Bella. Il a dit que c'était pour le travail, mais j'ai vérifié. C'est un appartement privé. Cassandra fit défiler soigneusement les dossiers de Manuel, fronçant les sourcils. Manuel a pris 150 000 il y a 2 semaines. Je pensais que c'était pour des réparations chez le mécanicien. Elle tourna l'ordinateur pour que les autres voient le nom. C'est allé à une certaine Trésor. Clémentine expira brusquement. Trésor? C'est donc elle qui le fait sentir le parfum importé. Doris croisa les bras, secouant lentement la tête. L'audace. Ces hommes sont vraiment autre chose. Elles travaillèrent comme des enquêteurs patients, reliant les points que les hommes pensaient avoir cachés. Cassandra trouva des signatures falsifiées jointes à des formulaires de prêt qu'elle n'avait jamais approuvés. Il a utilisé mon nom pour ça, chuchota-t-elle, stupéfaite. Clémentine découvrit que Rodney avait pris de l'argent sur son compte salaire 5 fois sans son consentement. J'étais son distributeur automatique, murmura-t-elle amèrement. Doris découvrit une police d'assurance que Curtis avait ouverte à son nom à elle, mais en listant une autre femme comme bénéficiaire. Imaginez que je meure et qu'une autre femme obtienne ce pourquoi j'ai souffert, marmonna-t-elle avec colère. Lorsqu'elles terminèrent pour la nuit, la pièce était remplie de preuves, captures d'écran imprimées, documents, journaux de transactions. Cassandra rassembla le tout en une pile soignée. Nous en avons assez, dit-elle calmement. Clémentine hocha la tête. Frappons-les là où ça fait mal. Doris sourit faiblement. Donnons-leur un avant-goût de la vérité. Ensemble, leur chagrin s'était aiguisé pour devenir une arme. Leur plan se déroula avec une précision silencieuse. Clémentine commença par entrer dans sa banque et demander calmement la suspension de son compte joint. Quand le banquier demanda « Voulez-vous avertir votre mari ?» elle répondit fermement « Non,
gelez-le aujourd'hui. Rodney ne découvrit la vérité que lorsque sa carte fut refusée au restaurant, le laissant embarrassé devant ses amis. « Clémentine, c'est quoi ces conneries ?» cria-t-il au téléphone. Elle répondit froidement, « Considère ça comme un nettoyage financier. » Pendant ce temps, Doris récupéra ses titres fonciers à la banque après avoir déposé une plainte pour mise en garantie non autorisée. Quand Curtis fit irruption dans la maison en hurlant, « Doris, pourquoi as-tu touché à mes documents ?» elle le foudroya du regard. « Mes documents ? Tu as utilisé ma propriété pour courir après une richesse imaginaire ?» Curtis bégaya, sans voix. Cassandra fit alors son mouvement. Elle arrêta tous les virements automatiques, ferma le compte dont Manuel dépendait et transféra les fonds de son entreprise vers un nouveau compte privé. Quand Manuel essaya de retirer de l'argent et que la transaction échoua, il s'écria, « Cassandra, il y a un problème avec notre compte. » Cassandra répondit calmement, « Pas avec le nôtre. Avec le tien. » L'effet d'entraînement grandit. Manuel faisait les 100 pas dans la maison avec colère, claquant les tiroirs et marmonnant, « C'est quoi ce bordel ?» Rodney accusa Curtis d'être la raison pour laquelle Clémentine avait changé. « Toi et ta grande gueule, » hurla-t-il. Curtis riposta, « C'est toi l'imbécile qui ne sait pas contrôler sa femme. » Leur unité se dissolvait rapidement. Cassandra restait silencieuse, laissant la vérité faire son œuvre. Ce soir-là, Manuel lui attrapa le bras. « Cassandra, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi agis-tu bizarrement ?» Elle retira sa main doucement. « Je n'agis pas bizarrement. J'agis en personne informée. » Il parut confus. « Informé de quoi ?» Elle croisa son regard avec une force calme. « De qui tu es vraiment ?» Il déglutit difficilement, soudain mal à l'aise. En une seule semaine, les fondations de leur confort trompeur volèrent en éclats. Ils ne comprenaient pas encore que leur chute ne faisait que commencer. En quelques jours, les trois hommes se retrouvèrent en difficulté d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. La maîtresse de Rodney, Vivian, fit irruption dans son bureau en criant « Pourquoi ta carte est refusée? Tu as menti sur ton argent ?» Rodney essaya de la calmer, « Bébé, détends-toi. C'est un petit problème. » Vivian se moqua, « Petit problème? Je ne peux pas être avec un homme dont le compte en banque tremble. » Elle partit théâtralement, le bloquant partout. Curtis fit face à une humiliation similaire lorsque sa bien-aimée Pretty Mama lui envoya un SMS, « Mon loyer est dû. Envoie 250 K maintenant. » Quand il répondit, « Je n'ai pas d'argent pour le moment », elle répliqua, « Alors je n'ai pas de temps pour toi. » Curtis jeta son téléphone à travers la pièce, grognant de frustration. Trésor, l'amante secrète de Manuel, ne fut pas plus douce. « Si tu ne peux pas m'entretenir, Manuel, qu'est-ce que je fais là ?» Manuel supplia, « Donne-moi 2 jours. » Elle raccrocha immédiatement. Cassandra le regarda faire les 100 pas avec colère et se demandait, « C'est quoi cette malchance ?» Elle sirotait simplement son thé en silence. Les hommes tentèrent désespérément de rétablir leurs finances, mais rien ne fonctionnait. Leurs femmes avaient fermé chaque chemin qu'ils exploitaient autrefois. Clémentine ignorait les coups frénétiques de Rodney à la porte de la chambre. Doris déménagea dans la chambre d'amis, refusant de parler à Curtis. Cassandra restait cordiale, ce qui déstabilisait Manuel encore plus. « Pourquoi es-tu si calme ?» demanda-t-il un soir. Elle le regarda avec un détachement triste. « Parce que le chaos appartient à ceux qui l'ont créé. » Manuel cligna des yeux, confus. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Cassandra se leva, passa devant lui et dit, « Tu comprendras bientôt. » Pendant ce temps, les femmes se réunirent à nouveau, partageant les mises à jour. « Vivian a largué Rodney, » dit Clémentine. Doris ajouta, « Pretty Mama a bloqué Curtis. » Cassandra hocha la tête. Trésor aussi. Elles échangèrent un regard silencieux et doux amer. La loyauté que leur mari cherchait dans des endroits secrets s'était évanouie comme de la fumée. Seules les conséquences restaient. La tension entre Manuel, Rodney et Curtis s'intensifia jusqu'à éclater un après-midi brûlant. Ils se rencontrèrent dans un bar, espérant élaborer une stratégie, mais c'est la frustration qui déborda. Rodney claqua sa bouteille sur la table. « C'est de ta faute, Manuel. Tu parles trop. » Manuel riposta, « Moi ? C'est toi qui as commencé à te vanter ce soir-là. » Curtis se pencha en avant avec colère. « Vous êtes tous fous. » Si Cassandra n'avait pas entendu, Clémentine n'aurait pas réagi.
Et si elle n'avait pas réagi, Doris n'aurait pas suivi. Rodney siffla, alors maintenant c'est de leur faute? Tu blâmes les femmes que nous avons trahies. Curtis pointa un doigt vers son visage. La ferme avant que je ne te casse la gueule. Le propriétaire du bar se précipita. S'il vous plaît messieurs, calmez-vous. Mais ils l'ignorèrent. La dispute devint plus forte, les insultes volant comme des étincelles. La fraternité qui les avait autrefois liés se brisait sous la vérité qu'ils ne pouvaient pas affronter. Plus tard dans la soirée, Manuel rentra chez lui en boudant, en voyant valser ses chaussures avec colère. Cassandra se tenait tranquillement près du comptoir, l'observant. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle doucement. Il se frotta le front. Rodney et Curtis agissent comme des fous. Ils me blâment pour tout. Elle répondit doucement, peut-être que tu devrais te blâmer toi-même aussi. Sa tête se releva brusquement. Qu'est-ce que tu as dit? Cassandra croisa son regard. Rien ne t'arrive que tu n'aies pas créé toi-même. Il s'approcha, baissant la voix. Cassandra, arrête de parler comme si tu savais quelque chose. Elle eut un sourire triste. J'en sais assez. Manuel la fixa, respirant fort, sentant un changement qu'il ne pouvait nommer. Mais Cassandra s'éloigna, le laissant là avec un silence pesant plus lourd que n'importe quelle dispute. Les hommes avaient perdu leur unité, et bientôt, ils perdraient tout le reste. 2 jours plus tard, Manuel approcha Cassandra avec une tendresse forcée qui semblait répéter. « Bébé » appela-t-il doucement, entrant dans la chambre où elle pliait le linge. Elle ne leva pas les yeux. « Oui. » Il s'approcha, la voix tremblant légèrement. « Je ne suis pas moi-même. Les choses sont dures. Rodney et Curtis me blâment pour des trucs que je n'ai pas faits. » Cassandra plia une autre chemise calmement. « Ça semble malheureux. » Manuel déglutit. « Cassandra, s'il te plaît, parle-moi. Tu as été distante. » Elle posa doucement la chemise. « Manuel, qu'est-ce que tu veux exactement ?» Il hésita, puis se mit à genoux. « Je veux qu'on arrange les choses. Nous me manquons. » L'expression de Cassandra ne changea pas, « Lève-toi. » Il resta agenouillé. « Je t'en supplie, » chuchota-t-il. « Quoi que j'ai fait, je suis désolé. » Cassandra prit son téléphone silencieusement. « Tu veux parler de ce que tu as fait ?» Elle appuya sur lecture. La propre voix de Manuel remplit la pièce. « Elle est juste mon portefeuille sur pattes. Quand ma nana emménagera, celle-là dégagera. » Les yeux de Manuel s'écarquillèrent d'horreur. « Cassandra, j'étais saoul. Je ne le pensais pas. » La voix de Cassandra était douce mais dévastatrice. Les gens révèlent leur vérité quand ils pensent que personne n'écoute. Il chercha sa main. « Bébé s'il te plaît. » Elle se recula. « Ne me touche pas. » Manuel s'effondra, les larmes coulant. « Je t'aime. Je jure que je t'aime. » Cassandra le regarda avec une émotion à laquelle il ne s'attendait pas. Pas de la colère, pas de la haine, mais une déception si profonde qu'elle le brisa. « Si c'est ça ton amour, Manuel, alors que Dieu sauve la prochaine femme. » Il pleura plus fort, mais Cassandra resta impassible. L'illusion était finalement morte pour tous les deux. Manuel la suivit dans la maison pendant des jours, suppliant sans relâche. « Cassandra, s'il te plaît, pardonne-moi » implorait-il alors qu'elle rangeait des reçus d'inventaire sur la table à manger. Elle soupira. « Arrête de me suivre. » Il secoua la tête désespérément. « Je ne peux pas te perdre. » Cassandra se tourna lentement pour lui faire face, la voix stable et calme. « Tu m'as déjà perdu la nuit où tu m'as décrite comme un objet. » Manuel se prit la tête. « J'étais stupide. Je frimais. » Cassandra chuchota, « Tu as déchiré mon âme. Est-ce que tu comprends ça ?» Il s'avança. « S'il te plaît, recommençons à zéro. » Elle recula fermement. « Il n'y a pas de zéro. Il n'y a que la vérité. » Elle prit une profonde inspiration. « Manuel, tu m'as utilisé parce que je n'avais pas de famille. Tu savais que je n'avais personne pour me défendre. Tu as vu ma vulnérabilité et tu en as fait ton opportunité. » Manuel se figea, la bouche ouverte mais aucun mot ne sortit. Elle continua, la voix se brisant à peine. « Mais tu as oublié quelque chose d'important. » Manuel déglutit difficilement.
Quoi? Cassandra leva le menton. Je suis une famille. Je me suis construite toute seule. Et maintenant, je reconstruis ma vie sans toi. Il tomba au sol. Cassandra ne fait pas ça. Elle passa devant lui, prit son sac à main et ses clés de voiture et dit, « Lève-toi. Je quitte cette maison aujourd'hui. » Manuel attrapa sa cheville en pleurant. « S'il te plaît, ne pars pas. » Cassandra se libéra doucement. « Tu ne m'as pas valorisé quand tu m'avais. » Sur ce, elle sortit, fermant la porte derrière elle silencieusement. Manuel resta agenouillé sur le carrelage froid, sanglotant dans ses mains, réalisant trop tard que la femme qu'il avait sous-estimée était devenue la force qu'il ne pourrait jamais égaler. Cassandra emménagea dans un petit appartement temporaire et informa Clémentine et Doris. Elle accoururent immédiatement, l'étreignant fort. Clémentine chuchota, « Tu as fait la chose la plus difficile qu'une femme puisse faire, t'éloigner d'un amour qui fait mal. » Cassandra s'appuya contre son épaule, les larmes coulant enfin librement. Doris ajouta doucement, « Tu es en sécurité avec nous. » Les trois femmes s'assirent par terre ensemble, jambes croisées, entourées de boîtes de plats à emporter et d'une musique douce venant du téléphone de Cassandra. Cassandra confessa des choses qu'elle n'avait jamais dites auparavant, les nuits où elle pleurait silencieusement à côté de Manuel, la peur d'être seule à nouveau, la douleur de construire un foyer pour qu'il la trahisse. Doris lui tint la main. « Une douleur partagée est une douleur divisée, murmura-t-elle. Clémentine hocha la tête. « Tu n'es plus seule. Nous sommes avec toi. » Le réconfort de leur présence apaisa des blessures qu'elle ne savait même pas encore ouvertes. Dans les jours qui suivirent, elle se soutint férocement. Cassandra aida Doris à revoir ses comptes d'entreprise, découvrant des pertes que Curtis avait cachées. Clémentine accompagna Cassandra pour acheter de nouveaux meubles, disant « Que ta nouvelle vie commence fraîchement. » Elles cuisinèrent ensemble, rirent de vieux souvenirs et pleurèrent même quand les émotions refaisaient surface. Un soir, alors qu'elle buvait du jus sur le balcon de Cassandra, Clémentine chuchota, « Qui aurait cru que la trahison serait ce qui nous réunirait ?» Cassandra sourit faiblement. La vie a une façon étrange de réorganiser la douleur. Doris ajouta, « Nous nous relevons. Nous toutes. » Les trois femmes regardèrent le ciel nocturne, reconnaissant silencieusement le chemin parcouru et la force qu'elles bâtissaient ensemble. Cassandra sentit quelque chose guérir au plus profond d'elle-même, un calme assez puissant pour reconstruire toute son histoire. Alors que les semaines se transformaient en mois, Cassandra se jeta dans la restructuration de son entreprise. Elle engagea un consultant professionnel pour analyser ses finances et mettre en place de meilleurs systèmes. « Votre potentiel de revenu est plus grand que vous ne le pensez », dit le consultant après avoir parcouru ses dossiers. Cassandra hocha la tête pensivement. « Alors développons-nous prudemment. » Elle améliora la formation du personnel, modernisa l'équipement et redessina les 3 succursales avec un décor moderne. Les clients le remarquèrent immédiatement. « Vos lieux ont l'air différents, plus professionnels », commenta une femme. Cassandra sourit. « Nous évoluons. » Son personnel admirait sa force, chuchotant souvent, « Madame Cassandra est inarrêtable. » Elle travaillait dur, mais pas par désespoir. Cette fois, elle travaillait avec clarté. Le poids émotionnel avait disparu, remplacé par une ambition aiguisée par l'expérience. Elle ne s'excuserait plus de vouloir plus. Pendant ce temps, Manuel tenta plusieurs fois de la contacter, mais elle bloqua son numéro. Il se présenta même à l'une de ses succursales une fois, seulement pour que la réceptionniste l'informe, « Monsieur, Madame n'est pas disponible. » Cassandra le vit par la fenêtre du bureau, faible, échevelé, les yeux gonflés de regret. Elle se détourna sans ciller. Plus tard ce jour-là, elle retrouva Clémentine et Doris pour dîner. Clémentine rit et dit, « J'ai vu Rodney aujourd'hui agir comme une chèvre perdue au marché. » Doris ajouta, « Curtis emprunte maintenant de l'argent aux voisins. » Cassandra haussa un sourcil. Ils ont construit leur propre chute. Les femmes trinquèrent. Doris sourit fièrement, « Et tu as construit ton ascension. » Cassandra respira profondément, se sentant ancrée. Elle n'était plus la fille abandonnée de l'orphelinat. Elle était une femme qui avait survécu au chagrin d'amour, à la trahison et à la perte, et qui avait reconstruit son identité sans s'excuser. Manuel, Rodney et Curtis firent chacun face à un effondrement individuel. Manuel perdit toute forme de soutien financier et ne put plus assumer son train de vie. Ses amis prirent leur distance, chuchotant qu'il était fini. Il s'asseyait souvent seul dans son petit appartement sombre,
faisant défiler de vieilles photos de lui et Cassandra. J'ai tout gâché, marmonnait-il sans cesse. La chute de Rodney fut publique. Après que Clémentine eut exposé un document falsifié, son entreprise le suspendit pour faute grave. Ses frères se moquèrent de lui, tu pensais être malin, regarde-toi maintenant. Rodney s'asseyait devant sa maison, fixant le sol, chuchotant, j'ai merdé. Curtis ne s'en sortit pas mieux. Doris engagea des poursuites judiciaires, et il luttait pour payer ses dettes. Sa maîtresse le bloqua partout, ne lui laissant rien d'autre que des regrets. Les trois hommes finirent par se retrouver dans un bar délabré, buvant de la bière bon marché dans le silence. Le poids de leur chute pesait lourd entre eux. Cassandra, ignorant leur rassemblement, lança de nouvelles campagnes promotionnelles et s'associa avec des fournisseurs de beauté pour élargir sa gamme de produits. Ses succursales étaient constamment pleines. Le jour où elle reçut le prix de l'entrepreneur exceptionnel de l'année, Clémentine et Doris étaient assises dans le public, applaudissant bruyamment. Après son discours, Cassandra les serra fort dans ses bras. « Nous avons fait ça ensemble, dit-elle. » Pendant ce temps, Manuel parcourait les réseaux sociaux chez lui. En regardant un extrait de son discours, sa poitrine se serra douloureusement. Ça aurait dû être ma femme. Que je soutenais. Pas la femme que j'ai détruite, marmonna-t-il. Rodney regarda le même extrait et dit amèrement, nous avons perdu à cause de notre propre stupidité. Curtis hocha la tête faiblement. Et elles ont gagné avec grâce. Les hommes réalisèrent enfin la douloureuse vérité. Ils n'avaient pas perdu contre les femmes. Ils avaient perdu contre leur propre arrogance. Des mois plus tard, Cassandra se tenait devant le siège social nouvellement rénové de son entreprise. Un espace magnifique et élégant avec des sols en marbre poli et une enseigne en lettres d'or. Elle prit une profonde inspiration et dit à son personnel, « Bienvenue à la Fondation ». Le nom symbolisait son parcours, tout ce qu'elle avait construit à partir de rien, chaque blessure transformée en force. Chaque morceau brisé transformé en stabilité. Clémentine et Doris la rejoignirent pour la cérémonie d'inauguration. Clémentine chuchota, « Regarde tout le chemin que tu as parcouru. » Doris serra la main de Cassandra. « Tu as bâti ça avec de la sueur, de la douleur et de la vérité. » Cassandra sourit de tout son cœur. Lors du discours d'ouverture, elle dit, « La vie ne nous donne pas toujours des débuts faciles. Mais si nous survivons aux tempêtes, nous pouvons construire des fondations plus solides que tout ce qui a essayé de nous briser. » Le public applaudit chaleureusement. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle célébrait en privé, Doris demanda, « Est-ce que tu penses encore à lui ?» Cassandra marqua une pause avant de répondre doucement, « Plus maintenant. Je pense à la femme que je suis devenue grâce à tout ce à quoi j'ai survécu. » Clémentine leva son verre. « À notre ascension. » Cassandra hocha la tête. « À notre liberté. » Pendant ce temps, dans un appartement exigu à des kilomètres de là, Manuel repassait le vieil enregistrement, celui qui avait scellé son destin. Il ferma les yeux, hanté par sa propre voix. « Elle est juste mon portefeuille sur pattes. » Il chuchota douloureusement, « Ces mots ont ruiné ma vie. » Et c'était vrai. Mais pour Cassandra, ces mêmes mots avaient donné naissance à sa renaissance. Elle regarda l'enseigne lumineuse de la fondation une dernière fois cette nuit-là et chuchota, « J'ai tout reconstruit de ce que tu as essayé de détruire. » L'histoire ne se termina pas par une vengeance, mais par une femme se tenant avec confiance dans la vie qu'elle avait créée, plus forte, plus sage, inébranlable. Voici le verset biblique. Genèse 50 verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Ce verset reflète comment la trahison, bien que douloureuse, est devenue la porte d'entrée vers l'élévation et la guérison de Cassandra. Morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais une personne calme et au bon cœur. La douleur de Cassandra ne l'a pas brisée. Elle l'a façonnée. Elle a appris que la vraie force n'est pas dans les cris, mais dans le fait de s'élever avec dignité. La trahison peut vous blesser, mais la sagesse, le respect de soi et la force intérieure vous reconstruiront toujours plus fort qu'avant. Prière de clôture, Père Céleste, merci pour la force de nous élever au-dessus de la douleur, et pour avoir transformé chaque trahison en une porte vers notre destinée. Aide-nous à marcher dans la sagesse, protège nos cœurs et entoure-nous de personnes qui nous élèvent et ne nous détruisent pas. Apprends-nous à guérir, à reconstruire et à te faire confiance même quand la vie nous brise. Puissions-nous trouver la paix, la clarté et le courage de nous choisir nous-mêmes avec dignité. Au nom de Jésus, Amen. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de ce récit ?
Laissez vos pensées dans la section commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti dès que nous sortons nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.